Le fait que tout le monde se ressemble, tu as toujours le même type de contenu, dans la même ambiance. Alors soit le même type de contenu, soit la même ambiance et parfois même les 2. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous partager une petite liste de choses que je vois passer sur les réseaux littéraires et que je ne comprends pas, dans le sens pourquoi est-ce qu'elles sont encore là, pourquoi est-ce qu'on les fait. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que je ne juge ni critique personne. De base, je suis personne pour le faire. Je fais que partager mon avis, mon incompréhension, et voilà tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire, ces petits trucs que vous voyez passer sur les réseaux, mais que vous comprenez pas, etc. On pourra débattre et en parler. Et bien sûr, le tout se fait dans la bienveillance et le respect. Donc, le premier point que je voulais aborder avec vous, et d'ailleurs, il est en lien avec ce que je viens de dire, en fait, c'est les disclaimers. Je tiens à préciser que je parle des disclaimers type, dans ce débilan en mode: «Moi j'ai lu tel ton livre et c'est normal que» genre dans le sens, je vais vous donner un exemple. Moi je parle des disclaimers quand, une personne elle vient dans un bilan, on va dire qu'elle a lu 300 livres à l'année et qu'elle vient faire son bilan à la fin de l'année, elle va dire: «Non mais chacun son rythme» et cetera. Genre, ce type de disclaimer, mais je parle pas des disclaimers de contenu en mode, s'il y a un disclaimer en mode pour prévenir des personnes qui peuvent être atteintes par certaines scènes, genre des scènes de violence, etc. Je comprends qu'il y a ce genre de disclaimer, mais moi je parle des disclaimers un peu basiques, comme je vous l'ai dit avec l'exemple des 300 romans à l'année, parce que pour moi, on va reprendre l'exemple du bilan, parce que pour moi, chacun a son rythme, chacun a sa vie, chacun gère son temps comme il le veut. Pourquoi est-ce que, quand on est créateur de contenu, j'ai l'impression qu'on a ce pacte un petit peu social implicite de prévenir que chacun a son rythme, que pas besoin de se mettre à pression, parce que pour moi, ça va de soi que chacun a son rythme. Genre, déjà, tu vas pas, je vais vous donner un exemple pour essayer de vous faire comprendre mon avis. C'est que quand un influenceur lifestyle, genre, pas même ceux qui ont des grosses communes, etc., juste un influenceur lifestyle lambda, quand il se filme par exemple dans un vlog, il va pas dire pas besoin de copier ma vie ou quoi que ce soit, chacun a sa vie, chacun a son rythme, moi c'est la mienne et je ne fais que vous la partager. Ça va pas lui, cette idée de faire ce type de disclaimer ne va pas forcément lui sauter, genre lui venir à la tête. Et même ceux qui ont de grosses communes, j'ai pas forcément vu de personnes faire des vlogs avec une grosse commune, donc type lifestyle, etc., faire ce genre de disclaimer. Donc, pour moi, les disclaimers de ce type-là, je comprends pas l'utilité. Surtout en 2026, parce que pour moi, l'une des choses les plus basiques à comprendre, c'est que chacun sa vie, chacun son rythme. Pourquoi est-ce qu'on devrait être un peu, on va dire, influencé de ce côté-là, typiquement, par les réseaux? Parce que tu peux, genre, chaque vie est unique, etc. Chaque rythme de vie est unique. Prochain point, c'est la censure. Alors, dans le sens où si on veut être apprécié sur les réseaux d'une certaine manière, par exemple, je vais vous parler du fait que si, par exemple, dans mon cas, j'ai l'impression de devoir de m'auto-censurer, on va dire. Alors, j'en parle très souvent dans mes vidéos ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Peut-être les sujets dont je parle me font ramener à l'autocensure. Bref, donc la censure, c'est-à-dire, genre, par exemple, si je veux réussir en fait sur les réseaux, bah je peux pas forcément réussir en étant réellement moi-même, parce que j'ai l'impression que sur les réseaux littéraires, tu as un archétype de personnes qui réussissent, dans le sens qui ont des collaborations, etc., qui réussissent. Elles prennent le type de vlog cosy, etc., à 100%, ce genre de choses. Mais genre, vraiment, si, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai soulevé, genre ça, c'est bien sûr mon analyse personnelle, n'hésitez pas à me dire si vous ne l'avez pas remarqué ou quoi que ce soit, mais dans le sens, c'est le même type de lectrice. Et j'ai très peu vu de lecteurs dans le côté francophone avoir des collabs, etc. Je pense que les créateurs de contenu littéraire dans le côté francophone ne sont pas aussi, sont assez minoritaires quand même, parce qu'on soit clair, et oui, ils existent, mais pas autant que les femmes. Donc, je vais parler majoritairement en féminin. Donc, les créatrices, si on voit celles qui réussissent, si on prend celles qui réussissent réellement, bah, elles ont souvent pas la même personnalité de A à Z, mais typiquement, elles ont un peu les mêmes comportements, dans le sens, le cosy, etc. Genre, des caractéristiques, voilà. Elles ont des caractéristiques en commun, et voilà. C'est ce que je remarque.
Et aussi, par rapport au fait euh, de ne pas parler de tel ou tel sujet, par exemple, je sais pas, mais j'ai l'impression, cette impression obsédante, que sur les réseaux, je suis obligée de m'auto-censurer. Et aussi sur le fait que t'as pas vrai et que tu es obligé de t'auto-censurer si t'as pas forcément le même avis que le reste du Booksta, du BookTok. Alors, je précise, c'est important. C'est pas dans le sens tu vas aller par exemple soutenir une autrice, un auteur qui est problématique dans le sens il fait des actions contre l'humanité, contre des minorités, etc. Je te parle d'auteurs dans le sens juste des discussions, des sujets, etc., des débats ouverts. T'as pas le même avis, tu te fais cancel. J'ai l'impression le BookTok et le Booksta, c'est pas une communauté hyper ouverte au débat. Littéralement, genre, c'est ça en fait. J'ai cette petite impression que d'une certaine manière, oui, on est ouvert au débat, mais genre, si ça va dans le même sens que le créateur ou la créatrice de contenu, ou par la majorité du Bookstock et du Booksta. Bah voilà tout pour ce point. On va passer au prochain qui est le fait que tout le monde se ressemble. Tu as toujours le même type de contenu dans la même ambiance. Alors, soit le même type de contenu, soit la même ambiance et parfois même les deux. Dans le sens, on voit souvent combien de pages je lis. Genre, vraiment le type de contenu que, il est tendance en fait. Par exemple, comme j'allais le dire là tout de suite, actuellement, il y a le combien de pages je lis en une heure, combien de livres je lis en une semaine, combien etc. Mais dans le sens, c'est ce genre de vlog, par exemple, de réels qui performe. Et aussi, par exemple, les réels que j'ai déjà essayé une fois, mais qui n'a pas forcément marché, c'est le fait genre, vraiment, c'est des types de réels. C'est assez typique. Et genre, comme je vous disais, c'était le type où on met le livre en avant, on montre les pages et on fait un hook. Et à la fin, ça, genre, vraiment, c'est ça, en fait. Ça suit la même structure là, pour donner son avis. Et sincèrement, j'ai l'impression que maintenant, il y a tout le monde qui fait ça. Il y a tout le monde qui fait ce type de vlog. Alors, moi, en fait, je dis pas que tout le monde a la même personnalité, parce qu'évidemment, chaque créateur et créatrice de contenu a sa personnalité. Mais c'est quand je vois que parfois les contenus, genre les comptes, ils sont à peu près interchangeables. Alors, quand je dis les contenus tendance, tout le monde les fait. Alors, moi, si, comme j'ai dit, je fais des contenus tendance. C'est normal, c'est tout à fait normal pour avoir de la visibilité, etc. Mais quand je vois que, par exemple, tu as soit le même type de contenu chez une seule et même personne, genre, c'est juste les contenus tendance, ou par exemple, juste le fait qu'elle genre, vraiment, c'est un truc, je comprends pas comment on fait pour ne faire que le même type de contenu tendance, etc. Bah, c'est un peu incompréhensible pour moi. Alors, prochain point, c'est que beaucoup de gens qui râlent sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de chroniques, et ça se passe, c'est vraiment, ça m'agace ces derniers temps, ça fait quelques semaines, je crois, que je vois ça, littéralement. Ça, ça m'énerve. Mais les gens, ils n'arrêtent pas de râler, mais il n'y a pas de chronique, mais il n'y a pas de chronique. Alors moi, je vais pas venir me plaindre sur les chroniques parce que moi, je considère que Booksta, BookTok, c'est pas fait que pour les chroniques. Alors oui, c'est une communauté où on parle de livres, mais parler de livres ne se résume pas à à donner son avis. On peut parler de livres, ça nous amène à des débats, à des discussions. Genre, il n'y a pas que les livres en fait en eux-mêmes dont on peut parler sur les réseaux littéraires. Il y a plein de sujets liés aux livres. Et sincèrement, quand je fais des chroniques, sincèrement, je fais des chroniques. Ah ouais, comme j'ai dit, c'est très rare parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Et de base, moi, je suis pas très bonne à écrire des chroniques, donner mon avis en fait. Typiquement, si quelqu'un ne me connaissait pas et voyait mes chroniques, il dirait, ah mais il a pas forcément lu le livre. Si, je l'ai lu. C'est juste que je sais pas. Juste, par exemple, exprimer mon avis détaillé comme d'autres personnes le feraient. Et sincèrement, l'engagement, je remarque, il est plus bas que sur les chroniques, que sur d'autres posts. Par exemple, je fais des posts de pas, etc. C'est plus bas. Les vues, elles sont plus basses. Alors oui, les chroniques marchent encore, je vous le dis et je le précise, elles marchent encore chez les personnes qui ont une grosse communauté. Parce que elles ont construit ça, et leur communauté autour de leurs avis, autour de ce qu'elles pensent autour des livres, etc. Mais après, l'engagement, et en plus, ces mêmes personnes, genre, je vois que il y a beaucoup plus de gens qui râlent sur le fait qu'il n'y ait pas de chronique que de gens qui actuellement engagent sur les posts chroniques. Genre, le ratio personne qui râle, personne qui engage, il est très très faible. Genre,
On dirait que les gens, ils préfèrent venir râler sur la place publique, sur le fait qu'il n'y ait pas assez de chroniques, qu'il n'y a pas d'engagement sur la place, sur les chroniques, etc. Mais personne n'engage. Je suis la première à ne pas engager, mais je vais pas me plaindre derrière sur le fait qu'il n'y ait pas d'engagement parce que moi, typiquement, déjà que je suis une personne qui commente pas, mais alors là, commenter sur une chronique pour genre soit donner mon avis, soit dire que ça m'intéresse, je vois pas l'intérêt pour un post chronique. Donc, prochain point, je pense que c'est l'avant-dernier, il me semble, c'est créer des polémiques à la va-vite et sans contexte. Alors oui, quand je dis sans contexte, je parle bien de Taipei Story, dont j'ai déjà fait une vidéo si ça vous intéresse. La petite minute autopub, il faut bien que... Bref, donc oui, quand je dis ça, comme j'ai dit, je pense à Taipei Story, mais je pense aussi au fait que, par exemple, le fait qu'on dise dans un livre, il n'y a pas forcément de diversité, etc. Mais si vous dites que dans un livre, par exemple, il n'y a pas de personnage noir, il n'y a pas de personnage LGBT, il n'y a pas de personnage, etc., bah, genre, si on voit derrière dans votre bibliothèque, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ce type de livre où il y a par exemple que des personnages blancs, etc., etc. Il n'y a pas un effort pour chercher des livres limite un peu qui ressortent qui ont de la diversité, etc. Et de leur donner de la visibilité. Parce que sincèrement, à quoi servent les réseaux littéraires si c'est pour, d'une manière assez basique, parler de livres, recommander des livres et donner de la visibilité aux livres qu'on a aimés et qui parfois ne sont pas si populaires que ça. Moi, je comprends pas ce truc de, genre, déjà, en général, créer des polémiques sans connaître le contexte et se baser sur des on-dit et pas sur des preuves factuelles, je comprends pas. Moi, quand on me dit par exemple telle ou telle personne, ou plutôt tel ou tel auteur, tel ou tel créateur de contenu a été par exemple raciste, tu me donnes la preuve exacte du fait qu'il a été raciste. Si tu me donnes... Genre, je peux pas me baser sur des rumeurs. Genre, si dans un autre contexte, personne ne se baserait sur les rumeurs. Mais je ne comprends pas sur les réseaux, on se base sur les rumeurs. Ici, dans le contexte des réseaux littéraires, on se base beaucoup sur les rumeurs en mode X a dit que par exemple, que plutôt Jennifer El Armentrout a été raciste. Tout le monde dit qu'elle est raciste, on la cancel, on la boycotte, etc. Mais frère, tu peux pas te baser sur les on-dit. Les polémiques comme ça, je déteste. Oh, j'en ai horreur. Et encore plus, je rajoute les personnes qui me disent va faire tes propres recherches. Si, non mais, genre, oui, je fais mes propres recherches, mais je me retrouve à faire, à avoir le même contenu en boucle et en boucle. Dans le sens où tout le monde a relayé l'info, oui, mais personne n'a donné de source. Personne n'a donné de preuve de ce que vous êtes en train d'avancer. Si vous me donnez une preuve, là, oui, je vais vous croire. Et oui, je sais qu'il y a ce type de personnes qui s'en fichent des preuves. Mais en fait, c'est juste pour affirmer ce que vous dites parce que c'est juste en fait il y a une différence entre dire qu'une personne est raciste avec des preuves et dire qu'une personne est raciste sans preuve. Il y a une vraie différence et juste parce que il y a une minorité qui vous dit que les preuves ne sont pas valables parce que c'est son auteur ou son autrice bref. Bah non. Genre moi je fais pas partie de ce type de personne qui va typiquement dire ah non c'est non, les preuves ne sont pas valables ou quoi que ce soit. Tu me rapportes une preuve fiable. Voilà, ça y est, l'histoire est terminée, je te crois. Mais après, et c'est pas une question d'éthique ou quoi que ce soit, parce que combien de fois je me suis fait attraper sur thread en mode pourquoi tu parles de preuves? Il y a beaucoup de gens qui en ont marre, parce qu'on en a marre de donner des preuves alors que les gens n'arrêtent pas de râler dessus et qui disent qu'ils sont pas fiables. Mais non, genre. Il est préférable de donner des preuves et de faire face à ce type de personnes qui ne croient pas que de ne pas donner de preuves. Parce que si parce que là on est en train de se retrouver dans le cas de tout le monde dit va chercher faire tes recherches. Non, sérieusement, on est en train de se retrouver dans le cas de tout le monde dit va faire tes recherches, va va chercher les preuves par toi-même. Mais est-ce que c'est moi qui suis en train d'affirmer ou toi? Parce que, juste le petit exemple pour que vous compreniez. Quand vous faites une recherche, par exemple une présentation historique, scientifique ou quoi que ce soit, vous mettez les liens
n'est-ce pas, à la fin de la présentation. Et ça, il me semble qu'on l'apprend au collège ou au lycée. Genre, une présentation scientifique et quoi que ce soit, vous mettez vos sources, vos liens. Et bien sûr, c'est pas ChatGPT ou quoi que ce soit. C'est des preuves, c'est des sources plutôt fiables. On apprend à distinguer les sources fiables et non fiables au collège-lycée. Alors pourquoi est-ce que dans ce contexte-là, et genre même si, et genre je continue avant de passer à l'autre point, c'est dans ce contexte-là, même si on ne regarde pas, même si le prof, les élèves ou qui que ce soit ne regarde pas les sources, elles sont quand même là, n'est-ce pas? Alors pourquoi dans ce contexte plutôt nommer les sources, même si personne ne les regarde? C'est juste pour moi illogique de faire ça. C'est en fait, c'est pour moi le truc le plus incohérent sur Booksa, avec le fait que tout le monde dise on est pour la diversité et personne, en fait, on ne retrouve de diversité quasiment que les trois mêmes minorités. Plutôt deux minorités avec le féminisme. C'est c'est- c'est- c'est juste incompréhensible pour moi. Et dernier point de cette vidéo, je pense qu'elle a été assez longue et tout. Genre vraiment, je me suis un peu défoulée dans cette vidéo, oui. Bon, en même temps, je peux pas. Quand j'ai pensé à cette vidéo, je me suis dit, il faut qu'on part un petit peu. C'est genre, je me suis dit, c'est une vidéo discussion et je vais aller loin. Et voilà. Bref, alors pour le dernier point, c'est la hiérarchisation des genres. Et j'ai l'impression, alors bien sûr, je parle pas de tout le monde, évidemment. Je parle juste de ce que j'ai pu voir, etc. Et fais pas une généralité, c'est juste de ce que j'ai pu voir. C'est qu'il y a certains qui lisent par exemple des classiques, ou quoi que ce soit d'autre, genre, pas juste des classiques, par exemple des essais, de la fiction un peu, on va dire, intelligente, je pense que c'est ça. Je suis pas sûre de ce que je suis en train de nommer, mais genre, par exemple, type Annie Arnaud, etc. Si, vous voyez le type, en fait, des écrivains et des écrivaines comme Annie Arnaud, etc. Mais les gens qui lisent ça, j'ai l'impression qu'ils se donnent un peu le droit, en fait, inconsciemment, peut-être, je sais pas, encore une fois, de dire par exemple que la dark romance c'est pas un genre valable, il doit pas être publié, etc., etc. Mais, mm, mm, c'est juste pourquoi tu lis ce que tu lis, tu aimes ce que tu lis, pourquoi est-ce que tu viens dire qu'un genre ne doit pas être publié, plutôt qu'un sous-genre ne doit pas être publié? Dans le sens, il doit pas exister. Par exemple, la dark romance. Et genre, si on annule tout. Genre, oui, je sais que la dark romance peut poser problème du fait que ça romantise les relations plutôt les agressions, de tout type d'agression. Mais à un certain moment, il faut savoir que la faute, elle n'est pas forcément sur les auteurs ou sur les éditeurs ou sur les libraires. Elle est avant tout à ceux qui les lisent. Ceux qui lisent en fait le livre. Parce que l'auteur, pour écrire ça, il est forcément majeur. Il sait de quoi il parle. L'éditeur, il sait quoi il lit. Genre limite, c'est ceux qui laissent par exemple les mineurs prendre ça. C'est pas en fait la faute, elle est un peu du côté du lectorat. C'est pas du côté forcément de l'auteur. Si un mineur se retrouve à lire de la DR, parce que sincèrement, si on voit juste les recherches, genre l'auteur il met genre il y a dans le livre il y a les trigger warnings. Tout le monde, genre vraiment c'est juste de la prévention en fait. Il y a de la prévention, mais ça n'empêche pas qu'il y a des parents qui laissent leurs enfants lire ça. Alors, je vois pas pourquoi est-ce que un genre, ou plutôt un sous-genre ou quoi que ce soit, ne devrait pas être, par exemple, j'ai pris le cas de la dark romance, mais ça peut peut-être s'appliquer à plein d'autres genres, etc. Notamment avec l'élitisme littéraire, hein. On n'oublie pas l'élitisme littéraire et tout ce qui suit. C'est ça suit en fait. Comme je disais, alors on va poursuivre avec l'exemple, c'est pourquoi est-ce qu'un genre doit être décrédibilisé, ne doit pas être mis en vente, ne doit pas être publié? Parce que il y a le lectorat qui fait une faute et qui, d'une certaine manière, ne fait pas forcément sa prévention. Alors je sais qu'il y a des créateurs de contenu, des libraires, je le sais pertinemment, j'en suis consciente qu'il y a des libraires et tout, qui font de la prévention de la prévention et il y a des parents qui laissent quand même, genre il y a des parents qui sont conscients de ce que leurs enfants lisent et qui ne font rien, et il y en a d'autres, je pense que c'est la majorité des parents là, qui sont conscients de ce que leurs enfants lisent et qui essaient de cadrer ça. Je sais pas en fait, mais dans le sens il faut pas jeter la faute, il faut pas décrédibiliser et enlever de la vente à un genre parce que il y a dans le système un fautif qui n'est pas, en tout cas pas l'auteur ou quoi que ce soit. Parce que si on part de cette logique,
Bah, la dark fantasy, par exemple, elle banalise la violence et le meurtre, etc., etc. Si on prend juste cet exemple. Alors, si on suit cette logique, on doit, on doit enlever de la vente la dark fantasy, parce que c'est ça, en fait. Parce qu'elle banalise la violence, etc. On doit bannir les mangas aussi, genre le type SNK, JJK, etc. parce qu'il y a la violence. Mais genre, à un certain moment, faut juste pas rejeter la faute sur l'auteur ou quoi que ce soit, ou sur tout un genre, parce que il y a quelqu'un qui fait peut-être mal son boulot ou quoi que ce soit. Genre, juste pour relativiser. C'est pas parce qu'il y a une minorité ou quoi que ce soit, genre, je dis minorité, mais genre, il y a on va dire un groupe de personnes qui fait parler de lui, et à la fin, on décrédibilise à tout un genre à cause de ce groupe de personnes. Je suis en train de parler, je sais pas si c'est clair en fait, parce que dans ma tête c'est assez clair, mais pour l'expliquer, ça sort brouillant, comme toujours. Alors n'hésitez pas à me le dire, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et j'espère surtout aussi qu'on pourra débattre en commentaire. Alors oui, cette vidéo, j'ai l'impression que je vous ai beaucoup incité à parler en commentaire. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à parler en commentaire, parce que sincèrement, pour débattre et voilà, juste pour discuter entre nous sur ce sujet-là. Genre vraiment, je suis excitée de voir vos commentaires et je vous dis à la prochaine.